Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Nous allons parler aujourd'hui des élections colombiennes. Il y a eu les élections présidentielles, le premier tour dimanche 29 mai. Et nous allons le faire avec Olga González, qui est franco-colombienne, docteur en sociologie à l'École des hautes études et sciences sociales de Paris, chercheuse associée à l'URMIS de l'Université de Paris 4, je crois, Paris Diderot. Paris Diderot, donc bienvenue. Merci. Et donc, première question, qu'est-ce qui s'est passé de si extraordinaire dimanche dernier que personne n'attendait en Colombie? Ce qui s'est passé d'extraordinaire, il y a plusieurs choses. Un, le candidat de gauche a eu 40%. Il faut rappeler son nom. Gustavo Petro. Voilà. Gustavo Petro, le candidat de gauche, a eu 40% des voix. C'est beaucoup. Ce qui est beaucoup. Ce qui est, en nombre de votes, c'est l'équivalent à ce qu'il avait eu au second tour en 2018. C'est la première fois en Colombie Qu'un candidat de gauche a ce score au premier tour, c'est absolument la première fois. Et celui qui le suivait, c'est le candidat Rodolfo Hernández. Ça, c'était la surprise. On le voyait monter dans les sondages, il a eu 28% Donc, des voix. comment peut-on le qualifier, ce candidat? Alors, surprise. Le candidat surprise, c'était un ancien maire, c'était l'ancien maire de Bucaramanga, qui est une ville moyenne de la Colombie, sur la cordillère orientale. C'est un maire, en tant que maire, il était un peu excentrique dans la mesure où il a évité d'avoir tout contact avec le conseil, les hommes politiques locaux. Il n'a pas de parti vraiment. Il s'est constitué une renommée en tant que homme qui lutte contre la corruption. C'était son seul discours. C'est un homme politique qui n'a pas beaucoup de discours à part celui-là. Alors, il est surprise parce qu'apparemment, sa place de second n'avait pas été prévue par les sondeurs. Exactement. Il était un petit peu en dehors du focus des sondeurs initialement parce qu'il y a eu plusieurs primaires. Enfin, il y a eu des primaires des trois principales formations politiques, c'est-à-dire celle de Petro, celle du centre de Sergio Fajardo et celle de la droite de Federico Gutiérrez, qui lui, donc c'est un continuiste de la politique pour préciser pour ceux qui nous écoutent le résultat, est-ce que le résultat entre les quatre candidats ou 5 candidats principaux? Voilà, les quatre principaux, donc Petro 40%, Rodolfo Hernández à gauche, Rodolfo Hernández outsider, plutôt de droite. Il a eu 28%. Federico Gutiérrez, qui est le candidat qui suivait, disons, issu de Uribe, de la droite et successeur de Duque, lui, il a eu 23%. Et Sergio Fajardo, qui est un candidat du centre, il a eu 4% des voix. Les votes blancs étaient très, très peu. Donc, si je comprends bien, pour bien faire comprendre les choses, ce qui était attendu, c'était Gustavo Petro en numéro 1, ça c'était prévu, mais en numéro 2, c'était le candidat Gutiérrez, uribiste, enfin le continuiste, disons. Exactement. Et Hernández était resté un petit peu en dehors parce qu'il n'avait pas participé aux primaires. Et les primaires avaient pris beaucoup de temps, d'écran, de débats, ils ont eu lieu en même temps que les législatives. Et ils ont en tout cas donné un premier triomphe apparemment à Gustavo Petro, qui a recueilli un très grand nombre de voix avec sa vice-présidente Francia Márquez. Ça a été vécu comme un véritable triomphe. Elle-même, toute seule, elle a eu plus de voix que Sergio Fajardo, qui était le candidat de centre. Donc c'est comme ça que ça a été lu en Colombie, ces primaires, presque comme un premier tour en fait. Donc du coup, Rodolfo Hernández était en dehors des radars, mais en fait, il se frayait un chemin. De quelle manière il s'y est pris? Il a beaucoup, déjà quand il était maire de Bucaramanga, même avant de le devenir, il a beaucoup eu recours aux réseaux sociaux, à Facebook. Cette fois-ci, il est allé beaucoup sur TikTok. Il préfère une communication personnelle avec son électorat. Il est un obsédé de la communication. C'est un homme qui a une manière de parler plutôt chaleureuse, plein d'anecdotes, qui en appelle au sens commun, mais qui en même temps va dire des gros mots, qui va dire des choses qui ne passent absolument pas, il va avoir des propos misogynes. Et bon, tout ça fait un cocktail étrange et qui prend. Ça a pris quelle place? Ça a pris la place. Il a pris des votes aussi bien à la droite, qui n'a pas réussi
donc à faire passer son candidat parce que trop identifié avec Uribe, et ça a pris aussi un peu de voix au centre ou à Petro même, dans certaines villes. Pour préciser son profil, ça veut dire que son programme n'est pas très élaboré, il peut changer. Il est zéro élaboré, son programme n'existait pas. Avant le premier tour, son seul programme c'était « je vais arrêter avec la corruption ». C'est tout ce qu'il disait. D'ailleurs, c'est plus ou moins le programme de Ingrid Betancourt. Avant les élections, avant le premier tour, il revenait sur cette ritournelle. D'ailleurs, ils se sont mis ensemble. Voilà. Maintenant, ils se sont mis ensemble, puisqu'elle finalement, elle avait pratiquement, je ne sais pas, moins de 1% des voix dans les sondages. Donc, elle a rallié lui avec le même discours. Donc, ces deux candidats anticorruption. Et ça veut dire aussi, donc, n'ayant pas de discours construit, de programme construit, étant un fan de la communication sur les réseaux sociaux, il est en dehors des campagnes traditionnelles, entre guillemets, des campagnes basées sur des débats critiques où chacun critique le programme de l'autre et présente le sien. Donc il n'a participé à aucun débat. Il y a eu des débats, il y a eu beaucoup de débats. Avant le premier tour, il y a eu beaucoup. Non, mais est-ce que lui, il a participé? Si, je l'ai vu. Par exemple, au débat de Semana, je l'ai vu, il a participé. En fait, à la différence de la France, en France, il y a eu il n'y a pas eu de débat avant le premier tour. En Colombie, il y a eu pléthore de débats, mais genre quasiment tous les jours. Il y avait un débat, surtout un mois avant les élections, il y avait des débats tout le temps. Il a assisté à quelques-uns de ces débats. On a pu le voir, je me rappelle de l'avoir vu au bout d'un moment. Je ne sais pas à quel moment il s'est arrêté. Il a arrêté d'aller dans ces débats. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il dit qu'il n'y va plus. Il est donné gagnant. Il est donné favori pour le second tour. Alors c'est là où je voulais en venir. Comment se présente le deuxième tour? Bon, on a un candidat arrivé en tête avec un solide 40%, mais est-ce qu'un solide 40%, ça garantit d'arriver à 51%? Ça va être très difficile pour Gustavo Petro de réussir à remporter cette élection, parce que vraiment l'électorat, il faudrait compter sur une mobilisation des abstentionnistes. Or, l'abstention est grande en Colombie. Il y a eu une participation un peu plus forte. Tout petit peu plus forte, 55% de participation cette fois-ci, 2 points de plus qu'il y a 4 ans, mais c'est vraiment très peu. Il faudrait compter sinon sur les gens qui ont voté blanc, mais ils sont très peu nombreux aussi. Et sinon, quelque part, Gustavo Petro soulève il suscite beaucoup de craintes de la part d'une droite très ancrée en Colombie, de l'extrême droite, et ils vont pas se ménager évidemment ils vont voter contre lui, ils vont pas voter forcément pour Fernandez, mais ils vont voter contre lui, ça c'est une grosse part de l'électorat de droite. Et par ailleurs, il y a ce candidat Fernandez avec ce discours creux qui maintenant essaie d'élaborer un discours. Maintenant, justement, entre le premier et le second tour, il a trouvé un nouveau programme, un programme qu'il a presque fait du copier-coller de celui de Petro. Petro l'a accusé d'avoir fait du copier-coller, il a dit tu me voles ce que j'avais moi proposé. Et en même temps, il est mal placé Petro parce que il n'aura pas les voix suffisantes. Ces réserves de voix, il peut les trouver éventuellement du côté de Fajardo, le candidat centriste. La coalition du centre, c'est une très petite réserve de voix. Il y a eu 800 000, 900 000 votes pour lui. Lui, il aurait besoin de 2 millions. Ouais. Il aurait besoin de 2 millions de votes pour remporter cette élection, et d'autant plus que la coalition de centre a fait une campagne désastreuse, et ils ont complètement explosé. Et donc, il y en a qui sont partis du côté de Petro, mais d'autres sont partis du côté de Fernandez, sont en train de négocier, c'est pas encore décidé, mais il serait question de faire une alliance sur une base programmatique, et notamment, il demande à M. Hernandez de retirer certaines de ses propositions. Par exemple, à un moment donné, il avait dit qu'il allait gouverner par décret en décrétant la commotion intérieure, et il lui a dit, tu retires ça. Il a dit aussi qu'il allait retirer les ambassades parce que ça coûtait très cher et qu'il ne fallait pas dépenser de l'argent inutilement. Il lui a dit aussi, c'est un deuxième point, il faut qu'il ait une politique, disons, pour les droits des femmes, en accord avec les droits des femmes, puisqu'il a eu des propos misogynes. Ça, c'est un troisième point. Et il y a aussi le fait d'écarter d'un éventuel gouvernement de Rodolfo Fernandez les politiciens compromis avec l'uribisme, avec notamment la droite qui a été assassine,
qui a été compromise elle-même avec les paramilitaires qui ont semé tant de destruction et de douleur en Colombie. Donc ça, c'est les points que Fajardo essaye de négocier avec Hernández. Hernández, quelque part, il en a un peu besoin, parce qu'Hernández tout seul, c'est Bucaramanga. Et il n'y a pas de député. Donc Il n'a pas de député, il n'a pas de parti, il n'a pas non plus des intellectuels, il est déconnecté des masses, des mouvements sociaux, il est déconnecté de l'université. C'était un homme d'affaires, en fait. Hernández, c'était un homme très riche, c'est un homme qui a fait fortune dans l'immobilier. Il en joue d'ailleurs, puisqu'il a dit qu'il se passerait de l'indemnité qui est versée au président de la République s'il est élu. Bien sûr, il en joue, il dit, non seulement il dit qu'il s'en passerait, il dit que c'est un ingénieur, donc il a fait sa campagne en tant qu'ingénieur, les gens le connaissent comme ça, et donc il est tout le temps en train de donner des chiffres dans ses entretiens à la radio. Et il fait des calculs rapides. Oui, regardez, c'est 40 millions de pesos. Alors, vous multipliez ça par 12, plus telles indemnités. En fait, ça va me faire, je vais donner mon salaire et ça va faire 50 bourses pour des étudiants. Donc, il fait tout le temps de la politique comme ça. Exactement. Oui. Alors, ce qui est intéressant dans cette campagne, indépendamment de tout ce qu'on vient de dire, c'est que ni l'un ni l'autre, finalement, et aucun observateur n'avait prévu c'était difficile. Cette situation entre les deux tours qui oblige l'un et l'autre à changer de stratégie quelque part, ou à avoir une stratégie différente. Oui, oui. Est-ce que ça se sent, là on vient de parler d'Hernández, est-ce que ça se sent du côté de Petro? Et Hernández est en train de faire une autre chose, c'est qu'il se pose en rassembleur. Donc il est en train de jouer, il sait que son électorat vient à la fois de la droite, déçue avec Duque, avec cette pandémie et toute cette crise, violence et toutes les séquelles de ce gouvernement Duque. Donc il sait qu'il peut, qu'il a cet électorat et qu'il a aussi une partie de l'électorat qui aurait voté pour le centre, pour Petro. Et donc lui, il ménage tout le monde et il dit « je suis le rassembleur, je suis quelque part le grand-père qui va… » Enfin, il ne dit pas comme ça, mais qui va mettre tout le monde d'accord. Il a 77 ans. Il a 77 ans. Voilà. Et de l'autre côté, Petro maintenant, il essaye, dans tout état de cause, d'obtenir… Parce que pour Petro, sa campagne était construite sur l'hypothèse d'un deuxième tour avec le candidat de la continuité. Le candidat exactement, ça, là, il aurait eu toutes les voix qui s'opposent à cette extrême droite et aux droites, toutes confondues. Et là, c'est plus le cas. Ça l'oblige effectivement à essayer de captiver à la fois et des éventuels indécis, des gens qui auraient voté pour lui. Alors, il faut exploiter les failles de Rodolfo Hernández. Il en a, ils sont nombreuses, donc il essaie de les exploiter. Il est sous enquête pour corruption. Quand il était maire de Bucaramanga, il a une enquête pour corruption. Donc ça, il y a son fils qui était mêlé. Il y a son fils qui était mêlé à la gestion des ordures de la ville, et lui, il a intervenu dans cette affaire. Et donc, il essaye évidemment de faire monter ça. Comme Hernández parle beaucoup, il aime beaucoup parler à la radio, mais il dit aussi beaucoup de bêtises. Donc, c'est facile de prendre ces phrases et de les relever et de les exhiber. C'est pas facile. Hernández, n'oublions pas, il a dit, ça c'était avant la campagne, c'était peut-être il y a un an, il avait dit qu'il admirait Hitler dans un entretien à la radio, filmé, et donc même les gens qui étaient dans le studio se sont un petit peu sentis heurtés, il lui a dit, mais oui, j'admire Hitler parce que, il est revenu, puis après, quelqu'un lui a dit, mais c'est peut-être, vous voulez dire Einstein? Ah oui, c'est Einstein que je veux dire. Je crois qu'il a compris qu'il avait commis une gaffe, mais en fait, c'est des propos qui sont, c'est un homme facile à démolir de ce point de vue pour un certain public, pas pour tout le monde, parce que beaucoup de gens s'en foutent, à vrai dire, qu'il ait des propos un peu misogynes ou que Hitler, en fait, ça ne leur parle pas. Donc, cette stratégie peut marcher auprès d'un certain public. Sinon, ce qu'il essaye aussi, Petro, c'est de motiver le vote blanc. Là, je l'ai vu qu'il était… Parce qu'il sait qu'il y en a qui ne voudront jamais voter pour lui. Mais pour lui, autant, au moins, que les gens qui ne votent pas pour Hernández, donc motiver le vote blanc. Alors que dans le passé, ça c'est intéressant, puisqu'il s'était vraiment farouchement opposé au vote blanc. Il y a 4 ans, pendant 4 ans, il a fait la leçon à Sergio Fajardo parce que lui, il a voté blanc. Là, il est plutôt favorable au vote blanc. Ou alors, il sort… je pense qu'il essaye tout, Petro aussi. Il a essayé de lui proposer à Hernández de faire une union nationale.
à Une réunion nationale avant une élection, ça paraît assez contradictoire. C'est complètement contradictoire. Donc évidemment, Hernandez l'a envoyé balader, mais Petro, peut-être qu'il va insister. En fait, il faut voir comment ça se construit. Ça se construit. Moi, j'espère en tout cas que l'alliance entre le centre de Fajardo et Hernandez pourra se faire, parce que sinon, c'est qui va arriver derrière? C'est toute cette extrême droite, donc on ne réussira pas à s'en sortir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en Colombie, cette élection, finalement, il y a eu 68% de votants qui ne veulent plus de la droite et de l'extrême droite. Mais si on ne se met pas d'accord pour faire autrement, et qu'on fait des alliances stratégiques, on ne va vraiment pas s'en sortir du tout. Ils sont là, ils guettent. Ils ont l'armée, ils ont beaucoup d'institutions. Il ne faut pas oublier aussi peut-être les élections du 13 mars, les élections législatives qui ont donné un Parlement. Alors c'est vrai, tout le monde a souligné le fait que pour la première fois la gauche avait un nombre de députés relativement important, mais ce n'est pas une majorité. Pas du tout, ce n'est pas une majorité, il faut le dire. Le Parlement il n'y a pas de majorité, il est très fragmenté. Si on regarde enfin en termes de composition, ils sont plus près d'avoir la majorité à droite qu'à gauche, ils sont beaucoup plus loin. Enfin, à gauche, ils auraient une vingtaine, plus les centres, plus quelques libéraux. Mais ça ne va pas, quelques-uns, parce qu'ils sont pas tous comme si. Mais non, ce n'est pas du tout gagné. La droite est toujours, effectivement, au Congrès, mais aussi dans d'autres institutions. Uribe est mort comme personnage. Comme personnage public, comme personnage politique, il n'intervient plus. C'est fini. Mais ce n'est pas pour autant que la droite n'est pas là, et puis la droite la plus sombre aussi, elle est toujours là. Donc moi, je pense qu'effectivement, Hernandez, quelque part, c'est comme une coquille vide, qu'il faudrait pousser peut-être à ce que cette alliance se fasse. Malheureusement, la gauche de Petro, il y a un secteur des activistes qui sont véritablement très radicaux et qui vont stigmatiser, qui ont tout de suite stigmatisé, et farouchement, ceux qui essayent de faire cette alliance en les traitant de, voilà, vous êtes des vrais fachos, vous dévoilez enfin la face, vous êtes des uribistes cachés, je ne sais pas quoi. Or, à mon avis, il faut avoir une vision de plus long terme, et essayer de faire des ponts avec cet homme qui, malgré tout, n'a jamais... il est certes pas un homme de gauche, absolument pas, et c'est pas un homme connecté avec les causes progressistes, il ignore beaucoup de choses, il en est fier d'une certaine manière, il n'est pas fier, mais il dit j'accepte, je ne connais pas beaucoup de choses, je sais m'entourer. Lui, il a besoin aussi de se faire une réputation et puis une stature dans l'État qu'il n'a pas. C'est un homme qui sait parler dans un café à Bucaramanga, mais c'est pas un homme d'État. Donc j'espère vraiment qu'on aura... Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de retomber dans un climat, un contexte d'instabilité, de problèmes de manifestations plus ou moins violentes, comme en 2019 si Petro ne gagne pas l'élection, qu'est-ce qui va se passer avec ces secteurs il va qui falloir sont les plus radicaux? Est-ce qu'ils vont accepter le résultat? Voilà. Est-ce qu'ils vont accepter les résultats électoraux? Les élections du 13 mars ont eu... les élections législatives en Colombie ont toujours de gros problèmes de scrutin, de dépouillement. Vraiment de gros problèmes, ça ce n'est pas nouveau. Mais le 13 mars, on l'a vu, disons, à très grande échelle, parce qu'ils ont commis une erreur dans le design des formulaires, ce qui fait qu'ils ont enlevé, dans le premier décompte, ils n'ont pas compté correctement les voix de Petro. Or, ils l'ont dénoncé et rapidement, ça a été mis à jour et en fin de compte, rectifié. Ils ont eu 3 députés de plus que ce qu'on leur avait enlevé. Mais avec ce précédent, ils ont dit, voilà, il y a de la fraude. En fait, ce n'est pas vraiment une fraude au sens... c'est plutôt des erreurs qui sont faites pour des tas de raisons. Il y a aussi le fait qu'il y a de nombreuses circonscriptions, il y a aussi le fait qu'il y a un vote soit à choix individuel, soit sur la liste. En fait, le scrutin est compliqué pour les législatives. Donc, d'ailleurs, le nombre de voix nulles, de votes nuls baisse, puisqu'ils font de mieux en mieux, ils essaient de perfectionner un peu ce système déjà complexe, mais il reste toujours des erreurs.
Pour les présidentielles, en général, il n'y a pas autant d'erreurs. C'est beaucoup plus facile. C'est quelque chose qui est facilement dépouillé. Donc ça prête plus difficilement à contestation. Évidemment, il y en a quelques-unes. Dans tous les pays, il y en a. En France, il y a eu 10 000 bureaux ont été contestés au premier tour des élections là, récemment. Donc c'est normal qu'il y ait aussi des erreurs, des manipulations, de mauvais comptage. Mais c'est possible, malgré tout, que si le résultat est serré, il y ait un appel à la fraude, et là on va rentrer effectivement dans une dynamique de contestation, d'autant plus que Hernández est interrogé sera interrogé par la justice, donc peut-être qu'on va dire, enfin ils vont dire qu'il n'est pas légitime, en fait il y a ce risque effectivement. L'autre possibilité, ça serait qu'il aille vers ce qu'il a proposé actuellement, mais qui n'a aucun sens en pleine campagne, aller vers un gouvernement d'union nationale, c'est aller plus tard vers ce type de gouvernement avec un Rodolfo Hernández. Avant le premier tour, quand on lui disait qui tu préfères entre lui et lui, Gutiérrez et Petro, il disait tout le mal du monde de Gutiérrez. Et il disait Petro, il me plaît. Il n'a jamais été pas farouchement, il n'est pas antipétriste, et il ne fait pas une campagne contre Petro non plus. Il n'est pas anti-communiste primaire, il ne fait pas ce genre de choses. Il y a un point qu'on n'a pas évoqué, mais qui me paraît quand même aussi assez novateur en Colombie, et même en Amérique latine en général, c'est que en Colombie, on présente une candidature double, président et un vice-président ou une vice-présidente. Mais là, pour la première fois, la vice-présidente avait un profil très particulier. C'était une femme écologiste, féministe et noire. Ce qui a peut-être d'ailleurs tiré le vote dans la région d'origine de cette dame. Oui, Francia Márquez est une activiste sociale depuis très jeune, elle doit avoir 35 ans environ, et donc quelqu'un qui provient des luttes contre les multinationales, de l'extraction minière dans sa région du Cauca, et effectivement... C'est la région Pacifique. Oui, enfin, elle est à l'intérieur, mais du côté des montagnes, non pas du côté de la mer, de l'océan. Et elle est extrêmement... Enfin, elle vient d'un mouvement social, elle a été imposée quelque part à Petro. Lui, il aurait préféré un homme, ou plutôt une femme politique plus traditionnelle, plus de centre, mais en fait, après les manifestations... La Colombie a évolué en termes de reconnaissance du mouvement social, et elle est devenue sa vice-présidente, et certainement elle lui a apporté un vote. Alors j'avais commencé à faire une analyse des votes, c'était intéressant dans certaines, pour la consulta, donc pour les primaires, c'était intéressant de voir, puisqu'elle était rivale avec lui. Pour la primaire, elle était sa rivale. Donc on pouvait voir, elle est arrivée en deuxième place, il a eu 800 000 votes environ, mais c'était intéressant de voir où est-ce qu'il avait obtenu le plus de voix. Et par exemple, c'est inattendu, mais à Chía, qui est au nord de Bogota, une ville avec beaucoup d'étudiants, et là, elle a battu, ou elle a peut-être pas battu, mais elle a eu un pourcentage très élevé, même plus élevé que dans plein d'autres endroits où la population est plus métisse ou noire. Donc il n'y a pas une relation automatique entre Francia Márquez et le vote des populations noires. Par contre, c'est sûr que là, au premier tour, pour ce qui est du vote notamment dans les grandes villes, Buenaventura, Quibdó, c'est certain qu'elle a aidé, Petro a progressé remarquablement dans ces régions, alors qu'il n'a pas progressé remarquablement, par exemple, ni à Bogota, dans d'autres villes, il a remarqué par rapport à 2018, et là oui, je pense que c'est lié à la présence de cette femme de Francia Márquez. Bien, mais je crois qu'on a fait à peu près le tour du problème en ce qui concerne l'entre-deux tours. À suivre. Et rendez-vous donc au lendemain du deuxième tour, enfin après le 19 juin. Merci. Merci. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.